Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Otium, le podcast du JDR et de ses messages, co-présenté par Brocnar et moi-même Locus. Bonjour Brocnar. Salut Locus. Donc aujourd'hui, on va enregistrer la suite de l'épisode précédent sur colonialisme et JDR, un épisode en 2 parties. On avait évoqué l'autre fois, l'idée c'était dans ces épisodes d'évoquer 3 expériences de jeu communes qu'on avait eues. L'autre fois on a parlé de Symbaroum et de Spire. Et aujourd'hui, on voulait parler de Dog Eat Dog, même si je vais revenir un tout petit peu, on va revenir un tout petit peu sur Spire en début d'épisode. Mais avant toute chose, est-ce que Brocnar, t'as des remerciements à faire ? Bah oui, en fait, parce que la réception de l'épisode précédent nous a un peu surprise. Il y a pas mal de monde qui est arrivé sur la chaîne, alors c'est plus quantifiable côté YouTube. On a eu pas mal de nouveaux abos, donc bienvenue à toutes et tous. Merci, on espère que tout le reste de la chaîne vous plaira aussi. Je crois que c'est à peu près 31 nouveaux abonnés, donc c'est vrai, énorme, alors tout est relatif, pour nous c'est énorme. Ouais. On sait pas pourquoi, mais cet épisode a beaucoup, sur YouTube, donc la première partie de cet épisode a beaucoup été vue. Alors après, le nombre de vues est grand, si on regarde le temps d'écoute, ou en l'occurrence de visionnage moyen, on voit aussi qu'il y a un certain nombre de vues qui concernent pas l'épisode entier. Donc je sais pas si le nombre de vues c'est significatif. En tout cas, on peut supposer que ça a intéressé au moins les personnes qui se sont abonnées. Oui. Donc c'est plus ça qui était significatif que le nombre de vues. Donc je suis d'accord, bienvenue à elle, bienvenue à eux. Et puis on espère que ça vous plaira, voilà. Du coup, avant qu'on retourne dans le vif du sujet, la suite de l'épisode, je voulais signaler des choses qui étaient, des sorties qui étaient liées au sujet, pas que. Une sortie qui est liée au sujet, c'est donc un jeu dont le financement va bientôt démarrer, je crois. Et donc ce jeu, il s'appelle The Blue Way. C'est un jeu de Jason Morningstar, qui est un auteur bien connu, qui vient de La Forge, etc. Donc ce qu'on appelle les story games et tout ça. Il a fait des PBTA comme Night Witches, des choses comme ça, voilà. Et donc ce jeu, c'est un jeu qui parle de colonisation, voilà. Donc c'est complètement dans le sujet. Je ne dirai pas plus, je connais pas le jeu. Apparemment, on joue des gens qui se font coloniser, tout simplement. Voilà. Leur pays est occupé et colonisé, et ils jouent là-dedans. Apparemment, c'est assez sombre, il est vendu comme tel, et c'est au sujet du colonialisme et des histoires perdues, nous dit la tagline. Voilà. Autre chose que je voulais signaler, c'est un petit peu lié, mais pas directement, c'est plus large que ça. Il y a Silphel qui a sorti, je sais pas comment on pourrait appeler ça, une brochure, ça s'apparente à une sorte de manuel, puisque ça donne des conseils. Ça s'appelle Histo mais pas raciste, et l'idée c'est d'avoir le constat de certains problèmes, et des conseils sur comment les éviter des problèmes liés à la représentation et au racisme dans les jeux de rôle et les grandeurs nature. Celle-ci je l'ai lue, donc je conseille, à vrai dire, pas seulement aux gens qui créent des jeux, mais aussi aux gens qui y jouent de les lire. C'était tout de mon côté au niveau des actus. Bah, y a rien de plus chez moi. Voilà. Très bien. Je vois pas le temps passer, donc ouais, let's go. On avance. Faut dire qu'on enregistre pas longtemps après le dernier. Mais voilà. Oui. Ok. Donc du coup, oui, sur Spire, je voulais revenir rapidement sur d'autres personnages, puisqu'on a parlé beaucoup de ton personnage. Je parle des personnages joueurs, là. Et d'un autre personnage qui était donc un voltigeur. Cette espèce de... un peu de justifié, on avait parlé du fait qu'il était assez jusqu'au boutiste dans ses actions, qu'il y avait un petit contraste avec ton personnage. Il y avait aussi 2 autres personnages dans cette partie, dans cette table ouverte, et ces 2 autres personnages, c'était ce qu'on appelle un brandon. Donc ce sont des personnages d'agitateurs qui sont là un peu pour essayer d'inspirer les gens et soulever les foules, les pousser à s'insurger. Donc ça, c'était un personnage qui était intéressant aussi, voilà, je voulais juste l'évoquer. Personnage d'ailleurs qui s'est sacrifié pour la cause, hein, et qui est devenu peut-être, je sais pas, oui, malgré lui forcément, puisqu'il était mort, et qui est devenu une sorte de symbole, une sorte de martyr de la cause. On en parlait dans l'épisode précédent. L'autre personnage, c'était une sage vermicienne, donc les sages vermiciens et les sages vermiciennes
dans Spire, ce sont des drôles qui sont chargés de garder la sagesse ancestrale des elfes noirs, donc des drôles. Il y a tout un tas de documents et d'archives qui sont stockés dans certaines salles secrètes du réseau vermicien, qui est une sorte de réseau de métro, on pourrait dire, abandonné dans Spire. Donc ça, c'est plus quelque chose qui est lié à faire survivre un peu la culture malgré l'effacement qui est tenté par les Elfyrs. Bon, ce personnage, il était intéressant à plus d'un titre, bon déjà parce qu'il représentait cette, je sais pas comment on pourrait appeler ça, cette sorte de lutte pour la survie de la culture Drow, mais aussi parce que donc elle s'intéressait à des aspects un peu mystiques. Il y a un petit aspect horreur cosmique dans le jeu, on en a pas trop parlé parce que forcément c'était pas directement lié au sujet, mais voilà, c'était un personnage qui s'intéressait à ça aussi. Elle, pour le coup, elle est devenue, c'est un personnage qui s'est vraiment radicalisé au cours de la partie, et ce qu'elle a voulu faire, c'était vraiment utiliser ce nouveau savoir occulte pour créer vraiment c'était son terme, des armes de destruction massive pour cibler les Elfyrs. Donc voilà, oui, un personnage qui est devenu de plus en plus radical, notamment au contact des Vigilites, de la Sentinelle écarlate, et qui est, je pense, le personnage parmi vous qui a le plus épousé leur cause, quoi. Oui. Je voulais juste évoquer ces deux personnages. Je sais pas s'il y a pas tellement plus à dire parce que le reste on l'avait dit l'autre fois, mais c'était intéressant aussi que dans le groupe il y a un peu différents points de vue vis-à-vis de ça. Et je trouvais ça cool. Je sais pas comment tu l'as vécu si t'avais. Ouais, c'était cool. C'était un peu de diversité. C'est prouver à nouveau que les groupes sont hétéroclites et qu'on peut pas parler des résistants et des révolutionnaires, ça n'existe pas. Et du coup, on l'a un peu senti, même si finalement ça a généré peu de friction au sein du groupe, en tout cas de mémoire. Il n'y a pas eu de tension spécifique dans les prises de décision sur ce qu'il y avait à faire. Je pense qu'encore une fois, c'est juste parce qu'on s'est laissé aussi porter. Globalement, le chemin était clair, quoi. Mais voilà. Non, c'était bien. Puis finalement, ouais, c'était moi le moins... J'ai utilisé le terme le plus modéré, mais j'aime pas ce terme, dégueulasse. Peut-être t'étais Le moins... moins virulent, peut-être. Alors même que... Je dirais pas moins virulent, je pense que finalement t'étais moins sanguinaire. Ouais, ok, ouais, c'est le terme que je cherchais, ouais. C'est un peu... Ouais, je sais pas si c'est un terme qui traduit bien le truc, mais t'étais peut-être celui qui était le moins prêt à... Va en guerre, en fait. Peut-être le moins va en guerre. À verser le sang, même si, du coup, effectivement, tu t'es fait entraîner. Mais ça, c'était une dynamique intéressante aussi. C'est que votre groupe, au final, il se faisait... Et ce qui vous arrivait, forcément, c'était tiré... vous vous faisiez entraîner par les personnages les plus radicaux. Ce qui est une dynamique qui est un peu... qui est un peu logique aussi, quoi. Hein. C'est-à-dire... forcément, les personnes qui font les trucs les choses les plus extrêmes, ils ont beaucoup d'impact sur ce qui arrive aux personnes qui sont avec eux, quoi. Malgré elles ou pas. Ouais, puis comme finalement c'est des réponses, ça semble justifiable et justifié potentiellement aussi aux personnes les moins virulentes, quoi. On peut aller, oui, bien sûr, on peut aller jusque-là aussi, parce qu'en fait, vu ce qu'on subit, on va jusque-là, quoi. Après tout, tu vois, Oui, vous aviez pas forcément les mêmes méthodes, mais vous aviez pas non plus... Ce que tu veux dire, c'est que vous avez pas non plus de raison de vous opposer frontalement à ce qu'elle faisait, quoi. Voilà, c'est ça. À partir du moment où ça prenait forme et où ça prenait... Il y avait une forme de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on avançait dans ce qu'on va appeler la quête, tu vois, dans le quotidien, quoi, dans l'amélioration. Alors, je sais pas si c'était une amélioration du quotidien, mais en tout cas, on avançait dans la révolte à minima. Si ça fonctionne, on continue comme ça, quoi. Je pense qu'il y avait de ça, voilà. On dit la même chose tous les deux, finalement. Ouais, par contre, il y avait peut-être la chose qu'on peut rajouter, c'est qu'il y avait quand même une réalisation de la... Enfin, non, c'est pas le bon mot. Un impact. Vous vous rendiez compte, ouais. Ton personnage en particulier s'est rendu compte du côté, comment dire, extrême de ce genre d'acte, puisque t'étais pas, par exemple, au cœur de l'attentat qui avait été fomenté par les Vigilites, là, auquel vous aviez participé presque malgré vous, parce que c'était pour aider quelqu'un d'autre, etc. Bon, c'est compliqué, on va pas refaire toute l'histoire, mais... C'est la même dynamique, en fait, on s'est fait entraîner par des gens qui, tu vois, finalement étaient plus radicaux. On a suivi, on s'est dit, bon, ok, on peut peut-être peser un chouïa sur ce truc-là. Et bon, on a pesé un peu plus qu'un chouïa, quoi, mais... Et donc, du coup, ça avait levé la barre à un certain niveau, et du coup, après, forcément, tu la redescends plus difficilement, quoi. Je pense. Ouais, mais quand t'as été au cœur du truc, c'est aussi... Même si tu peux en excuser certains côtés, veut dire c'est pour la bonne cause et tout, il reste quand même une forme, je sais pas, de trauma à subir, à vivre ce genre de situation, quoi. Oui. Voilà. Et ça, c'était un truc qu'on a un petit peu exploré, donc ça, c'était bien aussi, quoi. C'était intéressant.
Voilà. Bon, c'est tout. T'as des choses à rajouter là-dessus ou on passe à Dog Eat Dog? Non, rien de plus, ouais, c'est tout pour Spire. Très bien. Donc cette fois, on passe vraiment, on ferme Spire, cette parenthèse introductive sur Spire, et puis on passe sur Dog Eat Dog. Donc Dog Eat Dog, déjà, avant que je présente, je veux dire, c'est un jeu qui a été présenté en détail dans d'autres podcasts, notamment le podcast du bruit derrière l'écran, mais aussi, je crois, au moins un podcast de la cellule. Et donc c'est un jeu qui a déjà été pas mal analysé et présenté en détail sur des podcasts francophones. Donc voilà, on va pas refaire le détail de tout ce que c'est ce jeu. Je vais le présenter brièvement et on va parler de notre expérience à nous. Donc c'est un jeu donc Dog Eat Dog, c'est un jeu de Liam Liwanag Burke qui a été auto-publié en 2012, qui n'avait pas de version française. Donc c'est un jeu publié en anglais originellement. La tagline du jeu, c'est un jeu d'impérialisme et d'assimilation dans les îles du Pacifique. Donc qui est l'auteur de ce jeu? L'auteur de ce jeu, c'est un Américain d'ascendance hawaïenne, et sa mère notamment, à laquelle il dédie ce jeu, a vécu une partie de la colonisation américaine à Hawaï, et surtout ses conséquences. Il faut savoir que, oui, Hawaï, c'était une colonie américaine, ça a été colonisé par les Américains, puis c'est devenu un État. Bon, après, récemment, c'est marrant parce qu'on me faisait remarquer, je discutais avec un Allemand, récemment, je suis interviewé par un Allemand, et il me disait, oui, dans les colonies françaises, et j'étais là, les colonies françaises, oui, vous appelez ça des départements, des territoires d'outre-mer. Effectivement, ce sont des colonies, quoi. Oui. Donc c'est pas parce que, je veux dire, c'est devenu un État des États-Unis que c'est pas une colonie, quoi. Donc oui, Hawaï, c'est une colonisation récente, une histoire de colonisation récente. Donc voilà, il y a des gens qui sont encore en vie, qui ont vécu des choses qui ont trait à la colonisation d'Hawaï. Donc ça, c'est... Bon, on voit d'où il parle déjà, donc c'est quelqu'un qui est concerné, a priori. Le jeu, il parle pas spécifiquement d'Hawaï, hein, c'est une île, on invente une île du Pacifique quand on joue au jeu, mais c'est quand même ce contexte-là, donc on imagine que on va parler de peuples autochtones des îles du Pacifique qui sont colonisés, et puis en gros d'Européens, quoi, enfin d'Européens, je compte les Américains blancs dans les Européens. Oui, c'est un peu le cas. Voilà. Oui. Donc c'est l'idée, c'est un jeu qui est très particulier, qui assume vraiment la symétrie du JDR traditionnel et qui l'exploite, qui la retourne pour utiliser ces mécaniques comme vraiment, on va voir le meneur de jeu finalement qui représente les colons et la domination, et il va utiliser l'asymétrie, de l'autorité narrative qu'on trouve dans le JDR tradi pour donner une autorité quasi absolue au meneur de jeu qui joue la colonisation. Donc il y a une espèce de mise en abîme qui joue les colons, pardon, je veux dire. Il y a un système de jetons aussi, comme un peu... j'aime bien qu'il y ait ça à chaque fois dans les jeux sur la colonisation, qu'il y ait cet aspect de... Il y a cet aspect d'arnaque de la colonisation, c'est-à-dire qu'on fait croire aux gens qui sont colonisés que c'est pour leur bien, et il y a vraiment ça dans Dog Eat Dog, c'est-à-dire que en réalité c'est les gens colonisés qui écrivent les règles, les lois, mais ils le font après avoir vécu des situations où ils ont l'impression qu'ils ont enfreint une règle des colons. Donc c'est un peu particulier. Donc les joueurs et les joueuses qui jouent les autochtones ont aussi possibilité de faire des actions contre les colons, bien sûr, ça peut aller jusqu'à tuer un colon, mais ça leur coûte en général la vie, quoi. Voilà. Ouais. Donc après il y a un système, c'est matérialisé par des échanges de jetons, etc. Je vais pas redétailler le système, mais on a vraiment un système qui représente cette dynamique de pouvoir, et qui aussi, ça c'est un autre petit à côté, qui fait une critique du jeu tradi, que en gros il y a un système de résolution. Si on peut pas se mettre d'accord, au début on est censé se mettre d'accord, si on peut pas se mettre d'accord, on fait un jet, et puis si le résultat du jet ne plaît pas au meneur, le meneur dit bah non, finalement ça s'est passé comme ça. Donc à la fin, le meneur a toujours le dernier mot et peut changer l'histoire en sa faveur, ce qui est vraiment une dérive du jeu tradi, quoi. Ouais, c'est le MJ a toujours raison appliqué radicalement, quoi. Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est une double critique, c'est intéressant. Je pense pas que son propos non plus, c'est de dire que c'est la même gravité d'avoir une partie de JDR tradi asymétrique que de coloniser un pays, hein. C'est clairement pas le propos de l'auteur, mais c'est marrant qu'il ait voulu faire cette double critique aussi. Voilà, ça c'est pour la présentation du jeu. Maintenant, il y a ce qu'on a joué nous. J'étais meneur. Alors, on n'a pas déterminé, mais c'est censé être la personne la plus riche qui mène le jeu. La personne la plus riche dans la vraie vie. Nous, on a dit, comme j'avais lu les règles, on a dit que c'était moi, bon... Écoute. Voilà. Et puis... Mais on en avait parlé quand on était allé quand on avait invité
Célène et Alice, que elles, quand elles avaient joué avec leurs amis, c'était pas forcément le plus riche, mais elles avaient dit bon, c'est le blanc mâle de 40 ans. Enfin, c'était plus un peu privilégié, prendre quoi. un autre point sur la roue des privilèges, qui était pas forcément la fortune pécuniaire, mais c'était un peu la même idée. Et je pense que ça marche, ça correspond à l'esprit du truc. Voilà. D'où c'est pas un truc qu'on a vraiment implémenté à la lettre, je dirais. Que dire d'autre? Il y avait une joueuse de joueur. Je crois que la joueuse a été absente pour la deuxième session. On l'a fait en 2 sessions, parce qu'elle pouvait pas être là. Du coup, on a quand même terminé la partie. Et puis, donc il y a différents types de conclusions possibles. Et je crois que nous, on était arrivé à une conclusion où, bon, pour faire rapide, je sais plus. Je crois que les colons avaient gagné, c'est ça? Mais qu'il y avait... Bah, Et toi, t'avais fini assimilé, Ouais. il y en avait deux autres qui étaient morts, enfin bon, bref, c'est ça. c'était une catastrophe. C'est ça. Ouais, parce qu'il peut y avoir une conclusion du type les personnes colonisées, en fait, commencent à accepter les termes des colons, et en gros, ils prennent une certaine autonomie, mais tout en répliquant leur culture, et du coup, ils parlent la leur. Voilà. Donc c'est ce qu'ils appellent l'assimilation dans le jeu, qui est un truc assez sombre aussi. Ouais, de mémoire, c'est nous. Alors, il restait plus que mon personnage qui avions le plus de points. Mais du coup, et que de ce fait, on avait gagné, entre guillemets, mais on avait gagné par assimilation. C'était ça, en fait, tout Ouais. truc. Je te laisse reprendre. Mais... Non, mais c'est tout ce que j'avais à dire. Est-ce que tu peux, je sais pas, tu peux nous partager tes impressions sur cette expérience, ton vécu? C'était très agréable. C'est une de mes meilleures expériences de jeu, et c'était certainement une de mes pires aussi, pas dans l'expérience en elle-même, mais dans ce que j'ai pu ressentir du coup. Ça paraît assez évident à quiconque a pu tester ce jeu, hein, c'est que tu le prends en pleine tête comme il arrive en fait. Et puis, ouais, il y avait de la frustration permanente, de la colère permanente, il y avait... Ouais, c'est un jeu qui est... qui est dur, quoi. Tu vois, j'ai encore du mal à en parler quand tu reparlais du résultat, là, ouais. Ça me remontait ça me refaisait des nœuds dans le bide parce que tu perds tes 2 camarades, et puis ce que ça voulait dire aussi, c'est pas juste les camarades, quoi. C'est-à-dire, c'est des points de vue qui se perdaient de mémoire. On représentait pas qu'un personnage, on représentait aussi toutes celles et ceux qui pouvaient être à peu près alignés sur sa manière de voir les choses. Et du coup, ça fait beaucoup de perdus, quoi. En fait, quand tu fais le compte à la fin, de toute façon, tu gagnes pas à ce jeu. Je pense, quand tu joues... Est-ce qu'il y a une victoire franche qui est possible pour les coloniser? Je sais pas. Je suis pas convaincu. Je sais pas si c'est prévu dans les règles. Oui, tu peux... oui. Tu peux renverser et chasser les autres, en quelque sorte, mais en fait, il faut que le meneur soit d'accord. Oui, d'accord. Ouais. En gros, tu gagnes que si le meneur a décidé de perdre. Donc, c'est... Bon. Ouais, que si le colon a décidé de lâcher l'affaire, en fait. C'est ça. Faudrait savoir combien de fois ça arrive, ça... autour de table de jeu. Est-ce que c'est vraiment ce que veut nous raconter le jeu, quoi, tu vois? Je suis pas convaincu. Je pense que le jeu va te mettre à la... Je sais pas ce que je veux dire, en fait, finalement. Ouais, mais je pense que même si ça arrive, en fait, il y aura eu tellement de malheur qui a été raconté dans le jeu que je sais pas si ça atténue... Je sais pas si on vit ça vraiment comme une victoire, je sais pas comment dire. oui, j'étais en train de me faire la remarque aussi quand bien même le colon est parti... on a perdu du monde, on a perdu tout. On a tout perdu, en fait, finalement, potentiellement. Oui, c'est ça. C'est une petite victoire sur énormément de défaites, quoi. Pour une situation que tu n'avais pas choisie au départ aussi, c'est toujours pareil. C'est pas t'as lancé un projet, tu t'es raté, tant pis. Là, on est venu t'imposer un projet qui a pas pris en plus. Peut-être même, je sais pas si c'est pire, mais en tout cas, dans tous les cas, ça doit laisser un arrière-goût amer, quoi. Donc voilà, c'est difficile d'en parler, hein, ce jeu de là. Voilà ce que j'ai ressenti, quoi. Ouais, on peut parler en fait de... Il y a beaucoup de choses à dire. Moi, je vais parler d'un truc qui m'a marqué dans ce jeu. C'est qu'en fait, même si le système il est hyper asymétrique dans les décisions et ce qui peut se passer à la fin, ça reste très... Il y a beaucoup de co-narration en réalité dans ce jeu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fois où la parole est donnée aux joueuses et joueurs, et où c'est elle et eux qui cadrent la scène. Et je trouve que c'est encore pire en réalité. Parce que parce qu'en gros, on implique
les joueuses et les joueurs dans la construction du piège qui va se refermer sur leur personnage. Oui. C'est vraiment, il y a un côté assez sadique, quoi, dans ce jeu, il faut le dire, quoi, dans le système de ce jeu et de comment c'est fait. Je trouve que c'est pire que s'il y avait pas de co-narration, tu vois. Je trouve que c'est pire que si c'est tout le meneur qui cadrait et qui ensuite amenait les trucs derrière pour taper, quoi. Parce que ça a l'air moins évident, et en gros, l'espace de liberté qu'on te donne, c'est pour que tu te rends mieux compte en tant que joueur ou joueuse qu'à la fin, tu peux rien faire, quoi. Oui. Donc c'est vraiment dramatique comme expérience, quoi. Ah ouais, non, c'est C'est dur. vraiment horrible. Donc je pense, ça, c'est vraiment quelque chose que le jeu réussit bien, quoi. Moi, c'était surtout ça que j'avais retenu, parce que je trouvais ça assez bien fait comme système, et particulièrement, c'est assez pervers, quoi. C'est pas une qualité en soi, mais c'est assez... Il y a une forme de manipulation assumée, un peu déroutante, et je pense que... Alors moi, j'ai pas été joueur à ce jeu, je l'ai jamais joué, j'aimerais bien d'ailleurs. Mais je pense que t'as une... Je sais plus comment ça s'appelle, c'est de la convergence. C'est pas vraiment une forme de bleed, mais je pense que du fait de la manière, on va dire méta, c'est-à-dire hors de l'univers dont le jeu se déroule, c'est-à-dire des règles que tu dois suivre en tant que joueuse ou joueur, je pense que ça crée chez toi aussi une forme de frustration et de dégoût qui va converger avec ce que va ressentir ton personnage, quoi. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Moi, je pense que j'aurais aussi un peu ressenti ça en tant que joueur. Je sais pas, je l'ai pas joué. Je sais pas si c'est quelque chose que t'as ressenti ou si t'étais vraiment focus sur la fiction et t'as du bide par rapport à la fiction, ou si aussi les règles te frustraient en tant que personne, quoi. Bah non, bah ouais, comme dit, hein, c'était frustrant en tant que personne. Ouais, en tant que personne. Après, c'est difficile hein, de séparer là le. Tu vois, j'aurais dit que c'était du bleed pour le coup, très très fort quoi. Et oui, c'était frustrant. Je faisais des bonds sur ma chaise de toute façon, pas que par rapport à ce que vivait le personnage, hein, mais vraiment par rapport au fait de. Bah, de toute façon, peu importe là, je me souviens que parfois on avait des discussions du coup entre joueurs et entre personnages, et en fait tu disais, bah, en fait à la fin, là on discute, c'est bien tout ce qu'on se dit, mais à la fin, si le colon nous dit non, bah ça sera non, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vrai que ouais, je me souviens, des fois je faisais des bonds sur ma chaise, j'avais vraiment... fallait que je prenne 30 secondes pour respirer avant de reprendre mes idées, enfin tu vois, c'était vraiment... côté vraiment frustration forte, quoi, vraiment l'injustice faite règle, quoi, c'est... c'était complexe. C'était complexe à gérer. Ce qui fait partie de l'expérience totale, hein, de toute façon, mais finale, pardon. Moi, j'ai peut-être une question un peu bizarre. Est-ce que c'est un jeu que tu recommanderais? Oui, oui, je le recommanderais, mais alors après, comme tous les jeux, hein, dans un cadre, dans un cadre safe où tu sais qui tu parles, c'est toujours la même chose. Et tu sais qui tu joues, quoi. C'est pas un jeu de convention. Tu vas pas t'asseoir à une table de Dog Eat Dog en convention et jouer avec n'importe qui, n'importe comment, je pense. Je le recommanderais certainement pas, par contre, en première expérience de jeu de rôle. C'est à peu près évident, mais je sais pas si un jour quelqu'un a fait sa première expérience de jeu de rôle sur Dog Eat Dog. N'hésitez pas à venir nous en parler si c'est le cas, hein, parce que ça doit être assez Oui, incroyable. c'était sa dernière. Oui, ouais, voilà, c'est ça, quoi. Et bah ouais, moi je pense que je le recommande. Pourquoi pas toi? Tu recommanderais pas, tu recommandes peu Dog Eat Dog? Non, non, mais je pense avec les avertissements que tu as mis, c'est bien. Je sais pas si... En fait, ce qui me fait dire ça, c'est que je me demande si tu peux pas explorer ce thème avec des mécaniques qui sont peut-être moins frustrantes pour les personnes. Mais je vois l'idée, bah après ce sera moins extrême. Je pense que le but de ce jeu, c'est d'être un peu extrême aussi dans son... Enfin, extrême, radical, pour dire Radical. radical, de tout bien faire converger et tout. Donc oui, il faut être prévenu de ça quand on y joue, je pense, oui, effectivement. Après, est-ce que c'est un... Je pense que c'est un bon jeu dans la mesure où c'est vraiment un cas d'école où le système est en adéquation avec le propos du jeu. Mais après, tu vois, est-ce que ce serait pas un bon système de jeu, tu vois? Si je devais au niveau de la gentilité, etc. C'est aussi un système qui retire volontairement de la gentilité aux joueurs et aux joueuses. Mais voilà. Oui, mais si on sait tout ça, bah, c'est ok, quoi. Alors, après, je pense qu'il faut pas non plus en savoir trop. Tu vois, moi j'ai plongé dans le jeu avec le minimum du minimum en fait en termes de connaissances à son sujet, quoi. C'est-à-dire, on va jouer dans un cadre. Alors, faut dire aux gens que ça va être dur. Faut dire aux gens que
parler du sujet, hein, que ça va être autour de la colonisation, donc, tout ça. Tu vois, par contre, découvrir à mesure que le colon finalement a toujours raison, tu vois, la découverte des règles, si elle se fait à mesure du jeu, c'est bien aussi. Je pense que c'est un peu ça qui s'était passé. Je sais plus si tu nous avais prévenu de cette histoire de... en fait, à la fin, je décide, t'as dû nous le dire. Et, en fait, tu nous l'as dit en début de partie, et ouais, j'ai pas dû l'imprégner... ouais, j'ai pas dû l'enregistrer comme tel, en fait. Et tant que c'était pas joué, de toute façon, on pouvait pas se rendre compte à quel point c'était vrai. Et sur des décisions très définitives, en fait. Hein. Fondamentalement, tu choisis que nos persos restent en vie une scène de plus, en fait, quand t'es MJ. Et je pense qu'il faut pas trop s'étaler sur la manière dont ça va tourner, mais enfin, tu vois, le fait de découvrir, c'est un peu comme... C'est sans commune mesure, mais je pense que c'est aussi un peu se faire, tu vois, coloniser autour de la table à mesure, quoi. Tu vois, c'est un peu prendre dans la tête ce qui vient, quoi. Oui, ce que tu dis, c'est... Alors, j'ai des choses à répondre là-dessus, et on sera peut-être pas complètement d'accord. Ou alors, faut peut-être préciser. Mais en fait, oui, je vous avais expliqué les règles avant. Enfin, du moins, je vous avais dit qu'à la fin, c'était effectivement moi qui décidais. Ça, c'est un peu ma philosophie de jeu en général, c'est d'être assez transparent sur comment ça va se passer. Et pour moi, là-dessus, il y a une notion de contrat social, quoi, et de consentement. C'est-à-dire que tu peux pas dire aux joueuses et aux joueurs ah, ça va être la surprise. Mhm. Et alors, je comprends qu'on puisse vouloir avoir des effets de surprise et tout, et que ça peut être sympa, y compris pour les joueuses et joueurs. Mais en fait, je m'interdis tout le temps de le faire. J'ai eu ce sujet, je sors complètement du cadre de la colonisation ou quoi, c'est déjà un sujet que j'ai eu, où j'avais plusieurs joueurs à moi, deux, qui m'ont dit, je leur avais fait jouer à des jeux style l'Appel de Cthulhu, Alien, donc des jeux horrifiques, et ils m'ont dit ce serait cool que quand on joue à un jeu horrifique, on sache pas que c'est un jeu horrifique. Ouais. C'est-à-dire, l'idée, si tu prends Alien, bah, on joue à un jeu où on est des gens dans l'espace et on fait des trucs dans l'espace, et puis on n'était pas au courant qu'il allait avoir de l'horreur, et la créature nous tombe dessus, finalement, comme ce que vivraient les personnages dans Alien, par exemple. Voilà. Ouais. Idem, tu vois, pour le mythe de Cthulhu ou des trucs comme ça, tu fais une sorte d'enquête, peu importe, début du XXe siècle, XIXe, c'est une enquête de... Tu présentes ça comme une enquête tu vois, de détective, quoi, où genre tu fais comment dire, du Conan Doyle ou du Agatha Christie, quoi, et puis tout d'un coup, paf, Cthulhu, quoi, pour un résumé. Ouais, c'est Brindlewood Bay, quoi. Et t'es pas prévenu. Ouais, mais Brindlewood Bay, tu sais qu'il va y avoir de l'horreur, en fait, quand tu joues. Donc, et l'appel de Cthulhu aussi. Si tu dis, en fait, si tu donnes le titre du jeu, tu préviens les gens, quoi. Et en gros, c'était ça que me disaient mes potes, c'est en gros, tu joues à un jeu, mais finalement, je sais pas comment dire, le meneur, puisque voilà, ça va être le meneur, il faut qu'il y ait quelqu'un qui garde le secret, le meneur ou la meneuse, finalement, te ment sur le jeu qu'on va jouer. Et aussi sur son contenu, et ça pose problème, surtout quand c'est des thèmes horrifiques. En fait, t'imposes des thèmes horrifiques sans avoir prévenu les gens. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est compliqué parce que ça voudrait dire... je comprends l'intérêt, si tu veux te faire ça, l'intérêt dramatique, voilà. Mais pour moi, c'est un truc que j'ai du mal à... que je me refuse à faire, parce que pour moi, c'est... ça voudrait dire faire un truc qui est pour moi impossible, c'est-à-dire trouver un moyen de recueillir le consentement des gens à ne pas consentir, quoi. Oui, ouais. Je sais pas comment expliquer ça, je sais pas si tu vois mon problème. Oui, je comprends bien, vis-à-vis de oui, ça. bah, c'est plutôt limpide, en fait. Et donc je fais le rapprochement avec ce que tu me dis là, c'est-à-dire que moi je me vois pas faire jouer les gens à Doggy Dog en leur disant, en leur cachant le fait, et tu vois au cours de la partie en faisant comme le même là, le même des types qui parodient Koh-Lanta. Attention, nouvelle règle. Ah oui, 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 ok. Tu vois, Ouais. ça, ouais, j'ai pas envie de le faire. Du coup, je peux pas faire ce que tu dis là. Ouais. Après, peut-être que tu l'avais fait de manière correcte, c'est-à-dire sans décrire les règles, sans les expliquer. Peut-être que ça suffit, sans tu vois rentrer dans le détail de ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Moi, il me semble pas que tu nous avais expliqué. Enfin, tu nous avais expliqué qu'il y avait cette histoire de jetons qu'on se balançait d'un côté à l'autre. Ouais. Mais t'étais pas rentré dans tous les cas de figure, je pense. De toute façon, c'est pas nécessaire pour lancer le jeu. Hein. Et je pense que ouais, quand on a comme, ou alors c'est peut-être moi qui suis peut-être lent à comprendre comment vont fonctionner des règles, et du coup ça me va très bien parce que l'expérience de jeu en avait été plus forte. Quand j'ai commencé à voir la mise en application, je me suis dit ah ouais là ça quand même ça pique. Je pense qu'il y a une première boule au ventre enfin peut-être pas une première d'ailleurs parce qu'il y en avait eu d'autres avant, mais
des boules au ventre qui se sont mises, quoi. Et puis de la colère, à ce moment-là. Pour être précis, là, j'ai le contrat social que je vous avais envoyé sous les yeux. Mhm. Travail d'avocat. Euh, Donc, sérieusement, ce que je vous avais dit, c'est exactement. Donc, effectivement, je vous avais pas détaillé les règles. J'avais dit, vous apprendrez les règles en cours de partie, et donc je vous en donnerai aussi beaucoup à l'oral au début. Hein. Au début, j'expliquais les grandes lignes du système. Et j'avais mis, elles ne sont pas complexes, et elles sont injustes, vous êtes prévenus. Voilà. Donc j'avais quand même prévenu. J'avais pas détaillé les règles injustes, mais j'avais dit que les règles étaient injustes. Ouais. Tu vois, ça a pas dû être suffisant. Non, c'est pas juste ce que je dis. Ça a été suffisant pour moi dans mon approche du jeu, du coup, dans la manière dont le jeu. Si les règles vont être injustes, évidemment. Tu vois, ça m'a semblé logique que sur un jeu où il y a un des joueurs, une des joueuses qui joue le colon et le reste de la table qui joue les colonisés, évidemment que ça va être injuste. Après, quand tu les vois s'appliquer et se mettre en œuvre, ça devient vraiment... Là, ça a pris sens, quoi. Ça a pris sens. Et c'était très très bien comme ça. Ouais, mais je pense qu'il y a aussi un truc que j'ai pas respecté, et qui est censé être le cas dans la base du jeu, puisque ce qui me fait dire ça, je sais pas si c'est écrit explicitement dans le jeu, qu'il faut que tout le monde autour de la table ait lu le jeu, mais je pense qu'en fait c'est le cas. C'est au moins dit implicitement. Pourquoi ? Parce que le jeu il te dit, vous vous réunissez et vous décidez. C'est la personne la plus riche ou je sais pas quoi là qui va être meneur ou meneuse. Donc ça veut dire que n'importe qui peut être meneur ou meneuse, et que donc tout le monde doit connaître les règles. Donc pour moi, il y a le jeu implique que tout le monde autour de la table connaisse les règles, le détail des règles. Quoi. Bah, pas forcément, tu peux être... dans ce type de jeu, je pense que tu peux être meneur ou meneuse sans maîtriser les règles. En fait, il peut y avoir une personne autour de la table qui connaît les règles et qui peut driver le jeu d'un point de vue règles de résolution et compagnie, et qu'une autre personne soit le colon, quoi. Là, tu vois, je vois pas de... Autant sur certains gros jeux tradis, je vois le meneur a lu le jeu et potentiellement ça peut être le seul autour de la table, mais sur ce type de jeu-là, j'y vois pas d'inconvénient, moi. Parce que... Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. T'as peut-être raison. Bon. Mais après, voilà, c'est pas que j'essaie de tourner ça à notre avantage. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est un truc qui est méga clair pour moi. Après, les règles sont pas très compliquées. Il y a une alternance de scènes. En fait, il va y avoir des scènes de jeu, puis des scènes qu'on appelle de jugement, où on décide si dans la scène d'avant, les colons ont bien respecté les règles qu'ils ont eux-mêmes édictées par rapport aux interdictions des scènes d'avant, etc. Et puis là, on fait des échanges de jetons selon ce qui s'est passé, selon aussi s'il y a des personnages qui meurent. Le meneur, la meneuse peut acheter aussi des vies, hein, peut tuer des gens en dépensant des jetons. Il y a des choses comme ça. Donc il y a des phases de jeu différentes. Mais après, c'est pas très compliqué. Le système de résolution et ce système de jugement est pas très compliqué, quoi. Ouais, puis le jeu est pas épais, en plus, hein, il y a 80 pages ou 100 pages. Ouais, quelque chose comme ça, puis il y a quand même pas mal de... Ouais, il y a le système et il y a quelques notices et conseils aussi en début et fin de jeu, donc qui épaississent le truc, mais... C'est un jeu qui va ressortir, hein, d'ailleurs, il y a eu un pledge. Est-ce qu'on peut dire quelque chose de plus ? On peut parler de ton approche à toi, non ? J'allais dire, qu'est-ce que ça fait ? C'est clairement assez problématique, quoi. C'est un peu... comment dire ça ? À la fin, tu te sens assez sale, quand même. C'est un truc... Alors que moi, j'aime bien, justement, la dynamique... comment dire ? Du jeu asymétrique, c'est pas quelque chose qui me dérange. Je joue beaucoup à du jeu tradi. Et pas mal aussi à de l'OSR, mais l'OSR, tu as aussi une asymétrie. Encore pire même, on en avait parlé dans l'épisode sur l'OSR, puisque tu arbitres. Quoi. Donc s'il y a une situation pas claire, à la fin, c'est le meneur qui tranche en OSR. Et c'est pas quelque chose qui me dérange, mais on voit bien la... En fait, quand on pense être un meneur de jeu tradi ou OSR, etc., et qu'on se dit donc c'est asymétrique, etc., on pense ça. Puis après, on joue à Dog, on mène une partie de Dog Eat Dog et on dit « Ah, en fait, oui, ça va. » C'est pas tellement le côté asymétrique. Quand je mène des autres parties, ça va, quoi. Parce que y a un truc où quand tu... Par exemple, je vais prendre l'exemple de l'OSR, puisque je mène beaucoup d'OSR en ce moment. En fait, je suis toujours du côté des personnages, quoi. C'est-à-dire que je me dis, oui, je suis content, en fait, quand il y a
quand les personnages ils font des échecs critiques ou des échecs et tout, je suis content parce que je sais que ça va amener des rebondissements rigolos et qu'ils vont à nouveau devoir faire preuve de créativité, et ça me plaît. Mais ça me plaît de les voir réussir, en fait. Ce qui me plaît, c'est ça. C'est à la fin de les voir surmonter les obstacles. Il y a j'ai une vraie connivence avec ça, quoi. Je pose le problème et ils trouvent des solutions créatives et je dis, ah, c'est trop cool ces solutions et tout. Et finalement, même si des fois ils peuvent mourir et tout à cause du hasard, des trucs et tout, les PJ, je sais pas, j'ai toujours, je suis toujours très content. Je sais pas comment expliquer ça. Ça fait un peu paternaliste aussi. Hein. J'ai l'impression de participer au truc des fois. Je sais pas comment expliquer. J'ai pas l'impression d'être du côté de l'adversité. Mhm. Voilà. En fait, je vais cadrer l'adversité, mais à la fin, c'est eux qui vont la gérer, quoi. Et s'ils font un truc intelligent, bah ils vont s'en sortir. Là, c'est pas du tout comme ça. Déjà, tu ne cadres pas l'adversité, tu es l'adversité. Quand tu mènes Dog Eat Dog, c'est toi Ouais. c'est toi le problème. Et en plus, enfin, ils vont jamais s'en sortir, en fait. Le système, c'est que tu les écrases à la fin, même s'ils essaient de s'en sortir, quoi. Même si, voilà, encore une fois, il y a des moyens, selon comment ont été échangés les jetons et tout, il y a des moyens de gagner le jeu. Sauf si le meneur, il veut vraiment pas que les joueurs gagnent, quoi. Ouais, puis il y avait aussi cette histoire où tu pouvais débarquer dans les scènes aussi, au moment où tu le voulais, parce qu'il y avait une histoire... Oui, il y a des choses comme ça. Enfin bon, Non, mais c'est vraiment la latitude ouais, ça du me revient, meneur là, est ouais. complètement, elle est énorme. Hein. Bah, la résolution en 3 phases, là, c'est ce que j'ai dit. Hein. Il y a résolution à l'amiable, résolution aux règles, et à la fin, si les règles sont pas d'accord, c'est le meneur qui tranche, quoi. Donc, Ouais. Tout est dit. Mais en même temps, voilà, encore une fois, c'est une critique du jeu tradie, et c'est relativement réaliste par rapport à ce qu'on voit sur beaucoup de tables tradies, même si ça paraît sans doute moins brutal, parce qu'en quelque sorte, on a le consentement, on a peut-être un plus grand consentement des... C'est pas consentement, parce que vous étiez d'accord aussi pour jouer à Dog Eat Dog, mais je sais pas comment expliquer ça. Ouais, c'est les joueurs et joueuses acceptent finalement que ce soit le meneur ou la meneuse qui tranche, parce que ils et elles savent que ça va être fait dans le sens d'un espèce de but commun qui est, je sais pas, de maximiser le fun ou le drama de l'histoire ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Il y a cette espèce d'idée derrière, quoi. Qui est un peu bizarre aussi, hein, qui est un peu une sorte de dirigisme. Mais bon, ça, on pourra en reparler une autre fois. Mais ouais, là, c'est très différent, tu vois, de ce point de vue-là. Donc oui, bah, en gros, pour résumer, je me suis senti sale à la fin, quoi. C'est ça, le résumé, c'est ça, quoi. Et en même temps, j'ai voulu y aller à fond, quoi. J'ai dit, à un moment, j'ai même, voilà, on a fait ça, à la fin, j'ai tranché contre les règles, parce que je voulais vraiment expérimenter tous les aspects du jeu, et avoir ce petit... Et évidemment, j'ai ressenti ça comme super injuste, quoi. Ouais. Je me suis dit, je décide ça, alors que bah, ça va contre tout ce qui a été fait et dit. Voilà, mais c'est intéressant de voir quelle sensation ça procure, quoi. Ouais, et puis on a senti que ouais, pour le coup, ça t'emmerdait vraiment, et t'aurais pu faire plus tôt en plus. C'est des trucs que t'aurais pu faire beaucoup plus tôt dans l'histoire. J'ai plus le détail en tête, mais je me suis dit, tiens, là, il pourrait intervenir, il le fait pas, parce qu'on sentait que ça allait vraiment contre toi, en fait, toi, la personne. Ouais, il y a ça, Ouais. puis... Non, puis ça casse aussi le... J'aime bien aussi qu'il y ait une logique dans la fiction, et une forme d'immersion grâce à ça, au drama et tout, et quand tu dis, bah non, finalement, c'est moi qui ai raison, c'est un move, c'est un move. Une action de jeu qui est très très méta, Mm. et qui vient casser la logique de la fiction. Donc c'est ça, je pense que c'est plus ça qui me faisait hésiter, D'accord, ok. que le fait d'être un meneur pas sympa, tu vois. D'accord. Je pense que j'avais plus le souci que ça. Le souci de ça, parce qu'après, quand j'ai pu le placer, quand d'un point de vue fictionnel, ça me semblait ok de le placer, bah là, je l'ai placé parce que je voulais essayer ça, de toute manière. Mais c'était pas dans un but... Je sais pas comment expliquer ça, c'était pas un power trip, quoi. C'était dans le but de tester les possibilités qu'offrait le jeu, tu vois. Ouais. Et ce que ça donnait en termes de partie, quoi. J'avais rien de plus à dire sur cette partie-là. Sur cet aspect-là de mes sensations en tant que meneur. Il y avait ça tournait autour de quoi, d'ailleurs, les conflits? On peut expliquer un peu la situation. Il y avait un... Donc, en gros, les colons, ils voulaient que les autochtones, ils exploitent une mine, en gros, hein, pour faire simple, dans un endroit qui était plus ou moins tabou, ou alors il fallait passer par un endroit qui était tabou. Ah, c'est ça. Il y avait des sortes de recherches de compromis. Aussi, il y avait un truc assez naïf que jouait ton personnage et qui, je trouve, était vachement légitime aussi. C'est-à-dire qu'en gros, on lui demandait de travailler, il dit bah non, voilà, c'est pas le moment de la journée où je travaille. Oui. Je fais autre chose, ma vie est comme ça, ma vie est comme ci. Et il répondait de manière super naïve aux colons.
Ce qui est intéressant aussi, parce que c'est une bonne manière, je trouve, de remettre en cause la légitimité de ce genre de demande. C'est tu dis, mais pourquoi... tu vois, la question naïve, mais pourquoi je ferais ça, quoi. Ouais, ça a pas beaucoup de sens par rapport à la manière dont je vis, donc pourquoi... En fait, t'es qui? C'est le t'es qui appliqué, quoi. Après, c'est la question de se demander si c'est réaliste ou pas, ça c'est autre chose, parce que je pense aussi que... Bon, peut-être c'était une stratégie aussi de ton personnage, mais c'est pas non plus... Enfin, je précise aussi, je pense que c'était pas ton intention, mais l'idée c'est pas de dire... Enfin, vous vous rendiez compte, en tant que peuple autochtone, que les colons, ils étaient potentiellement enclins à faire usage de la force et qu'ils avaient plus de moyens technologiques que vous, quoi. Et donc, je pense pas que aussi... je pense que tu te doutais du fait que si les colons voulaient te forcer, ils pourraient, quoi. Oui, oui, après, c'était un refus de... C'était un refus d'obtempérer, c'était un refus de... Tu vois, de... C'est pas parce que quelque chose est inévitable qu'on doit l'accepter de manière, tu vois... comment dire... Docile. Ouais, voilà. Oui, sinon on n'en serait pas là, ni toi ni moi, tu vois. À ce moment-là, on arrête avec l'anarchisme et puis, bon, bah écoute, c'est pas parce que quelque chose va nous tomber dessus qu'on peut pas ne rien faire et que, à nouveau, une brique que tu poses, elle est posée, quoi. Donc même si, moi, il y avait de ça dans la vision de mon personnage, c'est-à-dire que c'était pas forcément... Et je pense que c'est du bleed total, hein, c'est-à-dire c'est la vision que j'ai aussi au quotidien, moi, et dans la vie, et ce que j'en pense quand on me dit, oui, mais toi, tout seul, tu vas pas changer le monde. Bah, ça me semble à peu près évident. Sinon, ça serait déjà fait, déjà, pour commencer. Voilà, le capitalisme ne serait plus. Donc voilà. Mais chaque brique qu'on peut poser et qui est... elle est plus à poser, quoi. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas qui vont essayer de te la déloger, mais voilà, si chacun amène sa part, et ben à la fin, peut-être on arrive à monter un mur. Alors j'aime pas les murs, hein, c'est une très mauvaise image que je suis en train de prendre. Je suis pas en train de dire qu'il faut monter des murs, mais une barricade peut-être, on va dire ça. Et qu'à la fin, on se construit un lieu où on est tous et toutes bien, quoi. Et je pense que c'était ça en fait l'idée, quoi. C'était de refuser pour que d'autres se lèvent et que le débat existe et que à la fin, peut-être on construise un truc, quoi, une révolte, parce que le but c'était la révolte, quoi. Il n'y avait pas d'idée révolutionnaire à nouveau, je crois, chez mon personnage. Mais encore une fois, peut-être que c'est trop de bleed déjà. Je sais plus si ça répond à ta question. Voilà, je suis parti dans un... Oui, oui, oui. J'ai fait une Non, petite non, mais envolée. si, Et... ça... ouais. Je regarde là, un peu je parcours des yeux où il y avait une scène où vous aviez essayé d'empoisonner les colons. Et c'est bien parti en cacahuète à la fin. Ouais. Oui, parce qu'on a deux... Oui, c'est ça. T'étais devenu chef du gouvernement natif. Aïe, aïe, aïe. Et c'est ça, oui, tu voulais faire croire aux colons pendant des années que tout se passe comme prévu pour eux, tout en attisant le souvenir des guerriers tombés et les braises de la révolte qui éclatera à nouveau. Ouais. C'est ça, il y avait une note d'espoir. Ça, je sais pas si t'as pas extrapolé par rapport aux règles, mais... c'est ça, ouais, à la fin de la partie, donc c'était l'occupation qui n'avait plus de jetons à la fin de la partie. C'est ça, ouais. 2 personnages étaient morts, et vous aviez expliqué comment la communauté se souvenait d'eux, d'ailleurs. Et l'occupation n'avait plus de jetons, ce qui signifiait que les colons accordaient l'autonomie aux natifs. Mais toi, donc le dernier survivant, tu avais quand même 6 jetons, ce qui signifiait que tu avais assimilé la culture des colons et fait tienne leurs valeurs. En fait, c'est ça. Donc il peut y avoir effectivement une situation où les colons, ils ont plus de jetons, mais parmi les autochtones, il n'y a pas de personnes qui a un nombre suffisamment élevé de jetons pour dire qu'il a été assimilé par la culture des colons, et donc si, il peut y avoir une situation de fin de jeu où, entre guillemets, les autochtones sont autonomes et non assimilés, ce qui correspond à la forme, je pense, la plus proche de victoire pour eux, quoi. Ok. Donc c'est possible. Après, je pense que vu le reste des règles, il faut que le meneur ou la meneuse le veuille bien, quoi. Ouais, c'est-à-dire, c'est pas parce que c'est dans les règles que c'est... Enfin, après, il faudra en parler avec l'auteur. Hein. Est-ce qu'il a souhaité que ça soit possible, tu vois. Je sais pas s'il en a déjà parlé de ça. Est-ce qu'il a souhaité que la victoire soit possible La victoire, on a gagné le jeu de rôle. Mais la victoire des colonisés, des autochtones, soit possible, je sais pas. En fait, je vois mal en quoi ça viendrait appuyer le propos du bouquin. Mais... Et en même temps, c'est une lueur d'espoir, quoi. Dire tout n'est pas perdu.
Mais c'est marrant que tu parles de la victoire, là, en te moquant en disant on a gagné le jeu de rôle, mais je pense que dans ce jeu, il y a vraiment un truc comme ça. Parce qu'à la fin, littéralement, tu comptes les points, quoi. Donc il y a un truc comme ça, il y a une antagonisation entre, entre le meneur et les joueuses-joueurs, même si... bah, voilà, c'est ça, le meneur ou la meneuse peut décider qu'ensemble on fait un autre type d'histoire et que peut-être à la fin ça tournera en faveur des autochtones. Mais il faut qu'elle ou il l'autorise, quoi, tu vois. Mais le jeu te laisse la possibilité de raconter cette histoire-là aussi, mais enfin, vu le déroulé en partie, je parle pas de la conclusion, là, je pense que quand ça se passe dans le jeu, tu peux avoir ça, mais t'auras quand même le message, parce que pendant la partie, ça va forcément pas bien se passer, quoi, en gros. Oui, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ouais, c'est une victoire qui n'en est pas une, quoi. C'est un échec Moi, je limité, pense qu'il y quoi. a quelque Ouais. chose comme ça. Ouais. Enfin, c'est un échec, c'est une défaite, pas un échec, encore une fois. T'es colonisé, t'y Parce es que pour voilà, rien. en gros, l'autonomisation, c'est les colons n'ont plus de jetons. Les colons n'ont plus de jetons, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont dépensé des jetons. Ils ont dépensé des jetons, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire, bon, il y a plusieurs conditions de dépenser des jetons, mais un truc qui fait dépenser des jetons, c'est par exemple de tuer Oui, des PJ autochtones. Donc, enfin, c'est... ne plus avoir de jetons, c'est peut-être avoir déjà gagné, quoi. Oui, en quelque sorte, mais bon. Oui, ça peut pas... En fait, ça peut pas bien se passer, en réalité. Non. Voilà. Je pense que ça peut pas bien se passer, ce jeu. Et c'est le but. C'est l'idée, ouais. Oui, il n'y a pas de feel good, là. Y a pas de... on sort pas en pleine forme de cette partie, quoi. Ça, c'est à peu près évident. Est-ce que tu y rejouerais? Alors ça, c'est plus difficile comme question. Oui, je pense, quand même. En tant que joueur ou meneur? Je pense que c'est vraiment... hein, j'adorerais pouvoir te répondre en tant que meneur, hein, mais j'ai beaucoup de mal à me dire que je vais prendre ce rôle-là, vraiment. Pour le coup, j'ai pas du tout envie de jouer ce rôle-là. Alors, je dis pas que c'était ton cas, je dis pas que t'avais envie. Hein. Enfin, quoique peut-être, j'en sais rien, je vais pas parler à ta place, mais j'ai beaucoup de mal à me dire que je vais en arriver là, même si, je sais pas. Et en tant que PJ, est-ce que j'ai envie de ressentir ça à nouveau? Pas dans l'immédiat, là. Ça fait combien de temps on a joué? Ça fait 1 an? Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, tu vois, là. J'en parle, c'est encore assez vif, quoi. C'est encore assez vif, les émotions que ça a. Peut-être dans quelques années, ou peut-être à faire découvrir. Et dans ce cadre-là, pourquoi pas en tant que MJ, quoi, en tant que meneur. Ouais. C'est compliqué, comme tu vois, j'ai du mal à répondre à la question. Toi, tu l'avais fait jouer plusieurs fois déjà, mais t'as jamais été PJ, c'est ça? Hein? Non, je l'avais fait jouer une autre fois. Ouais. Ok. J'ai fait jouer 2 fois, je l'ai mené 2 fois, et j'aimerais bien être joueur dessus, ouais. Message reçu. Hein. Écoute, on verra quand le bouquin arrive. Après, ouais, il y a des fois où je me dis que ça serait intéressant d'y rejouer. Et puis après, je me souviens que je vais être en colère pendant 3 heures, sauter sur ma chaise. La réponse courte, je pense que c'est oui, mais oui, mais. Ok. Réponse PBTA, oui. Mais... voilà. Est-ce que on est bon sur Dog Eat Dog et tu veux passer à une... Je propose une partie de la discussion où on fait un peu... je sais pas comment on peut l'appeler ça, ce serait un grand mot, mais une sorte d'analyse croisée, tu vois. Des 3 jeux, leurs différences, on a dit que voilà, Dog Eat Dog c'était celui qui allait le plus loin là-dessus dans son propos. Moi, il y a aussi un truc, un angle qu'on n'a pas pris sur les autres jeux, pas trop, et qui est intéressant, je pense aussi de ce point de vue-là, c'est bien quand on en parle de tous les jeux ensemble, c'est en fait le lien entre les univers fictifs qu'il y a dans ces jeux et notre réalité, quoi. Parce que je pense qu'il y en a, Ouais. et qui sont différents pour chaque jeu. Euh, voilà, qu'est-ce que t'en penses? Déjà, est-ce que t'avais des choses à rajouter sur Dog Eat Dog? Non, on a tout dit. Et puis, comme tu disais, la présentation était faite et refaite sur ce jeu. On mettra Ouais. le lien en description. Et puis, non, rien de plus. Moi, ce que je rajouterais aussi, c'est que dans Dog Eat Dog, c'est rapide aussi comme expérience pour te plonger dans ce thème-là. Ce qui n'est pas le cas des autres jeux. Les autres jeux sont des univers plus touffus qui prennent du temps, un peu plus de temps à découvrir. Et il y a une sorte de slow burn un peu. Toi, tu découvres au fur et à mesure les choses et l'étendue de la domination et de ces aspects-là, quoi. Donc c'est pas du tout le cas dans Dog Eat Dog, c'est clair dès le départ, et c'est une expérience qui est rapide, hein, voilà, il faut le dire, nous on a joué la partie totale, bon c'était en 2 sessions, mais ça a duré 4 heures, hein, donc, Oui. Tandis que sur les autres, c'était... Bon, Simbarum c'était un one-shot, mais il y avait beaucoup de choses aussi que j'ai résumées et que j'ai remis dedans, donc c'est pas du tout comparable au niveau, je pense, format et intensité, ça c'est clair.
Sur la réalité, moi j'ai envie d'introduire le truc comme ça, c'est que Dog Eat Dog, le lien avec la réalité, c'est évident, quoi. C'est évident que ça parle, voilà, c'est une personne concernée, donc ça parle de la colonisation dite du Pacifique au sens large, d'Hawaï en particulier. Il y a une notice dans le jeu sur la colonisation dans les îles du Pacifique, donc le lien avec la réalité, il est complètement assumé, explicite, etc., quoi. Même si on t'invite, je pense, à faire ton île fictive à toi. Mais ça, je trouve ça bien, parce que pour moi, c'est une sorte de message, un peu de bienveillance de l'auteur qui dit aux gens, bon, vous allez pouvoir comprendre ce que je veux dire, mais vous êtes pas obligé d'être complètement fidèle à ce qui a pu se passer, quoi. Parce que évidemment, si on te dit tu vas refaire, je sais pas, la colonisation d'Hawaï ou je sais pas quelle île du Pacifique, Kanaki. c'est pas Kanaki. Mais... Kanaki pour citer les pseudo-départements. Exactement. Ouais, donc ça c'est, je pense qu'il y a ce côté-là, mais c'est vraiment dans cette idée-là, je pense que ça a été fait, mais autrement, c'est vraiment censé être réaliste, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, ça parle de notre monde réel, quoi. Oui. Il y a quasiment pas de frontières entre cet univers fictif et ce qui s'est passé dans le Pacifique. Et d'ailleurs, plus largement, on joue sur une île parce qu'encore une fois, c'est la proposition qui est faite, mais en fait, ça se joue partout. Fondamentalement, Dog Eat Dog, t'as pas besoin d'être sur une île. Oui. Le fait d'être sur une île, ça n'apporte entre guillemets rien en termes de jeu. Alors, une isolation supplémentaire, un isolement, pardon, supplémentaire, certes, mais faut tout à fait jouer ça dans n'importe quelle partie d'un monde quelconque, en fait, et d'une autre. À moins que toi, t'aies vu une limite à ça, hein, mais... Je pense que ça change quand même des choses. Ça change je pense que ça creuse l'écart. Après, ça dépend, parce que tu peux dire... Non, je crois qu'on démarre le jeu, ça fait pas longtemps que les colons sont là. Ouais, je pense que c'est tout juste arrivé. Hein. Après, nous, on a pas mal ellipsé, ouais, mais... donc ça fait une différence, parce que si c'est genre sur un continent et que c'est le pays d'à côté qui te colonise, c'est pas pareil, parce qu'il y a nécessairement une familiarité entre les deux peuples déjà, tu vois. Ok, ouais, tu veux dire faut qu'il y ait de la distance quand même entre les peuples. C'est pas l'Allemagne nazie qui arrive en fait. Ben ça crée vraiment une brèche, quoi. C'est des gens, pour les autochtones, qui sont vraiment inconnus, quoi, les colons. Oui, c'est ça, ouais. Il y a un peu ce truc-là... Ouais, faut qu'il y ait une cassure, forte en fait. Tu vois, en mode, c'est genre, c'est Christophe Colomb qui débarque dans les Caraïbes, quoi. Oui. Tu vois, c'est, pour les mecs, c'est des extraterrestres, quoi. Ils voyaient bien, je dis ça, c'est une caricature, ils voyaient bien que c'était des humains. Mais ouais, il y a ce côté-là, ouais, il y a ce côté très... où il y a une forte altérité. Pour moi, ça empêche encore plus la communication, ça empêche plein de trucs, et je trouve que c'est un aspect important, ouais. Comme tu dis, l'isolement et la distance, ça fait... Parce que l'océan Pacifique, c'est l'autre côté de la Terre, quoi. Ouais. Un peu moins pour les États-Unis, mais pour l'Europe, très clairement. Donc ouais, il y a cette notion de distance qui est quand même forte. Tu vois, les autochtones, alors maintenant à l'époque de la mondialisation et tout, c'est différent, mais qui se sont fait coloniser à ces époques-là, où on y est arrivé avec des bateaux, quoi, à voile puis à vapeur, dans le cas d'Hawaï et tout. Les autochtones, ils avaient aucune idée de à quoi ressemblait la métropole, quoi. Oui. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, ouais, je pense que t'as raison, en effet, ouais, c'est pas tout à fait pareil. C'est encore ce que je dis est à nuancer, parce qu'en réalité, il y avait déjà des autochtones à cette époque qui avaient fait le tour de la Terre, malgré eux. Je sais pas si tu connais cette histoire, petite anecdote, véracité historique du truc à vérifier, mais théoriquement, donc on dit toujours, c'est Magellan, tu vois, le premier homme à avoir fait le tour de la Terre. En fait, c'est son esclave. Donc Magellan, qui est un navigateur portugais des 15e, 16e siècles, et qui est crédité pour être le premier Européen à avoir fait le tour du monde. Il avait un esclave qui s'appelait Enrique de Malacca. Et cet esclave, alors il venait, selon les sources, soit de Sumatra, soit des Moluques, qui sont des îles d'Indonésie. Et donc, on n'est pas sûr, mais il est possible que ce soit lui le premier homme à avoir fait le tour du monde, puisque il est passé par là avec l'équipage de Magellan, et donc il a rejoint en fait son pays par l'autre côté de la Terre, on va dire, avant que Magellan ne rejoigne l'Europe. Donc ce que je veux dire, c'est que des fois on sous-estime ça aussi. Il y avait des gens peut-être qui, dans ces endroits-là, qui savaient de quoi il leur retournait. Ça devait être rare quand même, tu vois. Oui. Je pense qu'au 18e, les gens du Pacifique qui savaient à quoi ressemblait l'Europe, c'était quand même rare, tu vois. Oui.
Peut-être ça existait, ouais. C'est ça que je veux dire par là. Peut-être c'est... Parce qu'on sait que malheureusement, il y avait aussi des gens de là-bas qu'on trimballait jusque chez nous, quoi. Mhm. Donc oui, oui, très très fort lien voilà, avec la réalité. Je pense que les deux autres jeux, c'est évidemment pas pareil. Même si on peut faire des parallèles. Et il y a quelque chose dans Spire, bah, j'en ai parlé déjà l'autre fois, je parlais d'apartheid, etc. Le côté résistance, tout ça. Bon, ça c'est plus générique, c'est quelque chose qui peut correspondre à beaucoup de situations dans le monde. Mais je pense que le côté vraiment... l'apartheid, ça ressemble bien à ça, quoi. C'est-à-dire que il y a une ségrégation entre ces deux peuples. Il y a du racisme, voilà, ils n'ont pas la même couleur de peau. Il y a beaucoup de traits communs, tu vois. Il y a un traitement particulier, des lois particulières pour cette partie de la population. Ouais, il y a quelque chose comme ça qui ressemble plus encore à l'apartheid, comment dire, la ségrégation états-unienne. Ça pourrait être ça aussi. J'ai du mal à... Ouais, c'est pas évident pour moi de dire... Si, parce qu'il y avait des trucs comme ça aussi aux États-Unis. Finalement, il y avait aussi les Afro-Américains qui étaient donc pendant la ségrégation citoyens de seconde zone, mais ils étaient quand même, tu vois, enrôlés dans l'armée, etc. Donc il y a un peu de ça dans Spire aussi. Je trouve que ça ressemble, ouais, pour certains côtés. Ouais. Il y a aussi un aspect dans Spire qui est peut-être différent de tout ça, c'est qu'il y a une guerre. Il y a une forme de, je sais pas comment expliquer ça, mais la résistance elle est religieuse aussi. C'est-à-dire la résistance sont des ministres du culte. Ouais. Donc il y a une sorte de, je sais pas comment dire, d'opposition religieuse aussi, quoi. Voilà, entre les dominants et les dominés. Donc Ouais, mais ça, tu vois, pour le coup, je trouvais que dans la partie, j'avais pas tant l'impression d'être là pour des non, raisons religieuses, en fait. Hein. il n'y avait pas beaucoup de spiritualité dans la partie, mais c'est peut-être de ma faute. Le personnage, ouais, était pas là pas là pour la religion, quoi. Je réfléchis à comment ça aurait pu se traduire, mais même, ouais. Ça, c'est vraiment ton prisme à toi qui a joué ou juste Je sais pas, c'est pas venu sur le tapis. c'est un peu ce qui est arrivé, c'est pas venu très en avant de la scène. C'est vrai que ça aurait pu jouer. Je pense qu'il y a ce côté-là où, par exemple, le personnage de la sage vermicienne, vraiment en commençant à embrasser le culte de la sentinelle écarlate, des vigilites, tout ça, elle aurait dû être beaucoup plus, comment dire, regardée avec méfiance ou ostracisée par, y compris le culte de la déesse cachée, quoi. Parce qu'en fait, le culte de résistant, là, Mhm. de la déesse cachée, ils sont très très... pour eux, les vigilites sont vraiment des ennemis, quoi. Ouais, c'est pas ce qui s'est passé, quoi. C'est pas ce qui s'est passé chez nous. Voilà. Donc ouais, je pense que ça, c'est moi qui l'ai pas joué, mais encore une fois, bah, c'est toujours pareil, quand tu joues une partie, tu peux pas tout jouer, donc Non, c'est tu sûr. fais des choix. Mais ouais, ça aurait pu. Ça aurait rajouté d'autres complications. Il y en avait pas déjà assez. Et Simbarum, pour les rapprochements avec la réalité, c'est vrai que moi, ça m'a pas fait penser en premier à des trucs récents, parce que aussi, c'est censé être dans un cadre qui est technologiquement plus reculé que tu vois dans l'histoire, Mhm. même si c'est fantastique. Ce à quoi ça me fait vraiment penser, c'est les gens qui traversent une chaîne de montagnes et qui trouvent une forêt de l'autre côté, qui est habitée et ils essaient de coloniser cette forêt, en fait. Bah ça fait plus penser à la période de l'expansion romaine en réalité et de la forêt primaire qui couvrait la Germanie et une grande partie de l'Europe centrale à l'époque, qui a disparu depuis. Hein. Où vraiment c'était une forêt qui était vraiment source aussi de fantasmes chez les Romains. Mais pas que, parce que c'était aussi une forêt primaire, donc c'était encore une forêt qui abritait de la mégafaune, etc. Toutes ces choses qui ont disparu aussi depuis en Europe, puisqu'on les a tous tués, quoi. Oui. Donc vraiment où il y avait des ours, je sais pas s'il y avait encore des aurochs à l'époque, peut-être pas, on n'est pas trop sûr, mais des bêtes comme ça qui n'existent plus aujourd'hui, quoi. Et donc qui étaient évidemment ensuite... c'était une sorte d'endroit un peu fantasmé, donc ils exagéraient les trucs dangereux, et puis les gens qui y vivaient, voilà, subissaient le même genre de portrait, etc. Et ça, c'est quelque chose que tu retrouves dans Simbarum, dans la vibe de Simbarum, de dire que la forêt d'Avocar, bon, il y a effectivement dedans des créatures fantastiques, mais de dire qu'il y a toute cette peur qu'inspire la forêt, de ces peuples, de ces créatures fantastiques et tout. Dans notre histoire, ça me fait vraiment penser à ça. Après, tout ça, ça fait aussi briller les colons qui y vont et qui en reviennent, quoi. Oui, Tu parce as que... affronté tous les dangers et tu as réussi à vaincre le danger et l'autochtone, quelle que soit sa nature, tu vois. T'as réussi, toi, tu l'as fait, quoi. C'est un peu César qui nous explique en revenant, non, tu sais,
que de Oui. tous les peuples, les Belges ont été les plus braves. Tu sais, du coup, t'as toujours l'impression que les Belges ont été plus braves que les autres. Non, non, c'est juste que c'était une bataille de plus qu'il a gagné et qu'il voulait ramener ça, qu'il voulait que ça brille. Voilà, c'était juste que, regardez, j'ai battu encore plus fort. Ils étaient plus forts, je les ai battus quand même, quoi. Il y avait un peu de ça, quoi. Bah ouais, l'histoire romaine a ceci de particulier que les Romains, c'était des gens qui écrivaient beaucoup. Mm. Voilà. Donc, c'était eux qui écrivaient le plus à Voilà, l'époque sur le continent. Donc, bah, l'histoire romaine, c'est eux qui la racontent, quoi. c'est ça. Bien sûr. C'est Donc, Rome par Rome, quoi. Ouais. voilà. Donc, évidemment, Ils étaient c'est un forts, ils petit étaient peu partial, nombreux, on mais va bon, dire. à la Quoi, fin, ouais. on a gagné, quoi. Ils étaient méchants, ils voulaient nous manger. Mais Oui, bon, voilà. la Puis t'as toujours civilisation a intérêt gagné, évidemment. à même glorifier ton ennemi pour dire que comme tu les as vaincus, t'es encore plus balèze, quoi. Bah voilà. Euh, ouais, mais il y a ce côté-là, hein, et finalement le jeu c'est ça aussi, quoi. Le Symbaroum, c'est l'histoire de Symbaroum, elle est racontée par les Ambriens, donc il y a cette même idée, je trouve. Moi, c'est vraiment la période, ouais, je le rapprocherais de ça dans la réalité, quoi, tu vois. Oui, c'est ce qu'il y a de Pour plus moi, c'est proche, ouais. vraiment les Romains qui colonisent les Germains, racontés par les Romains. Pour les Romains, à la fin, quoi. En plus, barbare, quoi, l'utilisation du mot barbare qui était utilisé, alors qu'il y a un mot grec à la base, hein, mais qui était utilisé par les Romains aussi, pour désigner des gens qui n'étaient pas romains. Pas Romains. Voilà. C'est rigolo, mais je pense que tu disais par rapport à l'intensité et la puissance du thème, et qu'on avait choisi de les classer dans cet ordre. Et je trouve que dans leur rapport à la réalité, on retrouve ça aussi, quoi. C'est-à-dire que, bah, voilà, l'histoire romaine, c'est quelque chose qui est plus éloigné Oui. de nous, que la colonisation du Pacifique, où, bon, Spire, ça se discute, la ségrégation, c'est quand même proche dans le temps, mais ouais, il y a un truc comme ça, ouais. Je pense que ça joue, dans la force du thème exprimé, ça joue aussi contre Symbaroum, cet éloignement, quoi. Même quand on essaie de le rapprocher de trucs réels, on voit qu'on n'arrive pas à trouver des trucs réels proches, tu vois. Oui, il n'y a pas de concret, ouais, ouais. Alors que, oui, Spire, tu peux même, sans avoir à grossir le trait, faire un parallèle avec ce qui se passe là de nos jours en Palestine. Tu vois, c'est pas calcable directement, mais il y a toutes ces mécaniques-là qui sont en jeu à l'heure actuelle, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie, tu vois, voire même maintenant au Liban, et puis bientôt ailleurs certainement, mais c'est plus que palpable, quoi. C'est comme dirait l'autre, c'est tous les jours en 4K dans les infos, quoi. Dans Spire, je dirais que c'est quand même différent. Bon, c'est sûr, avec les développements récents en Palestine, là, c'est carrément... voilà, dans Spire, tu n'as pas la mise en scène d'un génocide, quoi. Les Elfirs sont pas en train de génocider les Draux, quoi. C'est Oui. pas ça qui se passe dans Spire, même si c'est inadmissible ce qui se passe. Et tu as pas cet aspect de militarisation permanente, tu vois, où t'as Spire est occupé, mais c'est pas une occupation purement militaire, si tu veux, tu vois. C'est... je sais pas comment dire ça. T'as pas une image, voilà, dans Spire, quand t'es dans les quartiers des Draux et tout, t'as pas une image où t'as des tanks d'Elfir dans les rues et qui cassent les maisons des Draux et tout ça, tu vois, c'est pas ça, quoi. C'est plus Chypre que Palestine, quoi. C'est plus une occupation civile, en fait. C'est-à-dire que finalement... Ah non, ben, alors, c'est encore différent. Je peux pas faire le parallèle directement avec Chypre et l'occupation turque. Non, mais après, je pense que tu peux pas faire... Spire, ça mélange tellement de trucs que tu pourras pas le calquer, tu vois, sur une situation précise. Ça mélange un peu de trucs de tout ce qu'on vient de dire, quoi. Voilà, de la ségrégation en Amérique, de l'apartheid en Afrique du Sud, de la colonisation en Palestine, et puis d'autres choses probablement encore, quoi. Mais on voit, ouais, il y a plein d'aspects où on voit évidemment les liens avec la réalité, et ce qu'il y a aussi, c'est que tu peux toujours faire beaucoup de liens, parce que ces situations coloniales, elles ont toujours des traits communs aussi, tu vois. Il y a ça aussi, quoi. Donc, il y a des schémas qui se répètent dans toutes les situations coloniales, il y a des particularités aussi, bien sûr. Ouais, donc Spire, quand même palpable, quoi. Très palpable. Facile à mettre en parallèle, quoi, avec ce qu'on peut voir. Si je faisais un résumé, je dirais que Symbaroum, c'est intéressant pour plein de raisons, mais si tu veux parler de colonisation dans tes jeux, t'es peut-être un peu trop loin quand même du sujet, et t'as pas une mise en avant de ce truc-là, c'est pas le jeu pour le faire, c'est ok de pas que faire ça, et il y a aussi des défauts dans ce jeu sur comment ce sujet-là est traité, on en a parlé déjà
dans l'épisode précédent. Ouais, d'ailleurs, je te coupe, hein, juste pour faire une parenthèse, on avait parlé de Coriolis aussi, dans l'épisode précédent. Oui. Et entre-temps, on a acheté un œil sur Coriolis. Est-ce qu'il faut en parler? Oui. Pas ouf sur 20. Ouais. Effectivement, c'est un truc qui a l'air d'être un jeu de space opéra Standard. assez classique, avec un peu une vibe esthétique Moyen-Orient, mais qui est vraiment juste l'esthétique. Donc avec tous les risques que cela comporte, c'est-à-dire tomber dans la caricature, un peu, disons le mot, un peu de l'appropriation culturelle, c'est-à-dire récupérer juste l'esthétique pour la plaquer sur le truc. Ouais, pas terrible, ouais. De ce point de vue-là, voilà. Ouais, du coup, on se demandait si ça allait nous permettre d'avoir peut-être un angle de vue différent sur Symbaroum. Bon, bah, du coup, du coup, oui, mais pas dans le sens où on aurait pu l'espérer avec nos bonnes âmes. Ouais. On s'est dit, bah. En tout cas, moi, je me suis dit, bon, bah, si ça, c'est Coriolis, c'est ok. Symbaroum, ça. Moi qui avais déjà un point de vue peut-être un peu plus dur que toi sur le jeu, et sur la manière dont il était présenté, sur la manière dont il décrivait les choses. Mais je suis subjectif, moi je l'ai lu ce jeu, et bah, j'aime bien l'ambiance et tout, donc c'est toujours pareil, quand t'aimes bien un truc, t'es moins enclin à dénoncer les défauts, même si, bon, clairement, je les dénonce, quoi. Ouais. Enfin voilà, je voulais juste faire la parenthèse sur Puis Coriolis. c'est pas non plus, comment dire, que ce soit Coriolis ou Symbaroum, c'est pas non plus... Il y a les défauts, on en a parlé, voilà, machin et tout, mais c'est pas... à hurler non plus, tu vois, c'est pas des jeux... Je veux dire, t'as des jeux où c'est franchement vachement plus critiquable, quoi. Même s'il y a des trucs très critiquables. Je te dis, je pense qu'on est encore dans cette vibe de jeu tradi qui... C'est plus... Ils y ont pas trop réfléchi que ils ont été toxiques, tu vois, voilà, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oui, c'est plus par héritage que par volonté de nuire. C'est mon sentiment, après peut-être je me trompe, peut-être que ce sont des gens détestables et tout, je les connais pas après tout. Hein. Faudrait qu'on voit un troisième jeu en fait, comme ça, de leur part, comme ça on aurait le fin mot, et puis on supprimerait tous les passages où on a dit du bien de Symbaroum. Non, bon, je pense qu'il faut rester honnête, quoi, mais j'ai dit ce que j'en pensais de mal aussi, quoi. Oui, non, c'était... Parce qu'en commentaire, on nous avait c'était sur Blue Sky, hein, alors je me souviens plus de qui nous avait dit jetez un œil ou ne jetez pas un œil, vous allez être déçus. Je me souviens plus comment c'était tourné et c'était plutôt bien amené. On a été déçus. Donc merci de nous avoir prévenus. On est quand même allé voir par nous-mêmes. Voilà, pas ouf sur 20. Ouais, ça résume bien, pas ouf sur 20. Donc Symbaroum, j'ai dit, on est assez loin et bon, il y a des trucs critiquables. Spire, je trouve, c'est une bonne synthèse et c'est très riche et ça permet d'aborder plein d'aspects. Dog Eat Dog, c'est plus resserré quand même, voilà, il y a moins de richesse dans l'univers et tout, parce que bah aussi il y a beaucoup de choses qui sont co-construites à la table de jeu, mais c'est peut-être plus ancré dans la réalité et c'est beaucoup plus brutal aussi comme expérience, je trouve. C'est ça que j'aurais à dire. Oui, mais c'est tout à fait juste, ouais. J'ai davantage envie de rejouer à Spire que j'aurais envie de rejouer, je pense, à Symbaroum ou à Dog Eat Dog, quoi. Ouais, moi aussi. Je suis assez d'accord. Voilà, on est d'accord. C'est cool. C'est bien d'être d'accord, des fois. Ouais. On avait fait quand on avait discuté avec Thomas Munier, de légèreté, etc., il faut quand même parler de la critique de ça, parce que depuis tout à l'heure, on dit ouais, trop bien, on fait des jeux sur la colonisation, comme ça, on parle de ça, on comprend les mécaniques, on voit ce que c'est, nanana. Enfin, je sais pas si c'est ce qu'on a dit, mais j'ai une sorte de caricature de ce qu'on a dit. Ouais. On parle de 2 expériences là-dessus et tout. Et il y avait pas mal d'objections qu'avait formulé Thomas Munier quand on avait discuté. Alors, c'était pas sur la colonisation spécifiquement, je le précise, mais c'était en général sur, on va dire, la militance dans le jeu de rôle, pour faire court. Il y avait Et moi, ce qui me revient en tête, surtout pour Dog Eat Dog, il avait parlé aussi ce qu'on appelle le tourisme de la misère. Oui. C'est-à-dire, finalement, tu te mets le temps d'un jeu à la place de gens qui souffrent. Est-ce qu'il n'y a pas un truc moralement pas ouf, tu vois, à faire ça, sachant que tu vis pas vraiment la situation, c'est plus une simulation. Du coup, tu viens avec tes biais. Tu vois, il y a ce côté-là aussi.
Ça rejoint un peu le rapport avec la réalité, d'ailleurs. Surtout que nous, je pense, voilà, les gens à la table de jeu, c'était que des personnes qui n'étaient pas concernées par ce sujet. Hein. Mhm. Nous, je pense qu'aucune des personnes à la table de jeu n'a été colonisée, quoi. Non. Donc, quoi qu'en dise l'extrême droite. Oui. J'avais envie de troller un peu. Non, mais oui, tu trolls, mais ils sont premier degré. Hein. Ils sont premier degré. Je sais bien, c'est ça le problème. Alors, on se retrace. C'est ça un des problèmes. Donc voilà, je sais pas, est-ce que toi t'as un truc à dire là-dessus? Qu'est-ce que ça t'inspire, ça, quand je te dis ça là? Je sais pas si c'est vraiment une question, c'est une remarque. Mais... Bah, c'est toujours la complexité. Tu vois, ça rejoint ce qu'on disait l'autre jour avec Olivier Sanfilippo aussi, tu sais, sur l'appropriation culturelle, qu'il fallait faire gaffe, qu'il y a un curseur à mettre quelque part, qu'il faut toujours être en vigilance sur ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on pense. J'ai pas vraiment de... J'ai pas de fin mot à cette histoire, tu vois. Souvent, j'ai des... Mais est-ce que toi, par exemple, ça t'a mis en délicatesse vis-à-vis de ça? Est-ce que toi, tu te poses la question quand t'es joué, tu t'es dit, ah ouais, mais quand même... Parce que, ok, j'ai compris quand t'as joué à Doggy Dog que tu trouvais ça pas cool d'expérimenter ça. Enfin, pas cool, je me comprends. T'étais content de jouer, mais tu trouvais ça désagréable, la position de ton personnage, ta position de joueur, etc. Mais est-ce que t'avais ces choses-là en tête aussi ou pas trop, finalement? Bah, c'est venu alimenter de la colère. C'est pas tant... Alors, j'ai vécu ça ouais, j'ai vu que ça de l'extérieur, en fait. J'ai vu évoluer mon personnage dans ce monde et ça m'a remis de la colère et de l'injustice sur Dog Eat Dog. Est-ce que j'avais conscience? Oui, j'ai conscience que, évidemment, une fois qu'on a dit fin de partie, je retourne à mon quotidien et tout va bien pour moi, tu vois, globalement. Est-ce que pour autant, je me suis pas senti cette histoire de tourisme de la misère, tu vois, je pense peut-être le côté un peu provocateur de Thomas aussi, hein, qui fait dire ça. Je sais pas si c'est le terme exact, quoi. Typiquement pour Spire et pour Symbaroum, comme c'est un peu plus loin, si tu veux, en termes d'univers, ça m'a moins marqué, quoi. Ça m'a moins marqué sur ces univers. Je me suis moins senti, en fait, simplement privilégié en sortant de ça, quoi. Tu vois, c'est de la fantaisie, on y arrive. Tu vois. Alors que quand tu ressors de quand tu ressors de ta partie Dog Eat Dog, dans tous les cas, tu te sens sale. Et tu dis, ouais, tu vois, mais c'est pas venu alimenter des remords ou un jugement sur ma personne et sur le fait d'y avoir joué, que c'est davantage venu alimenter de la colère. Et peut-être même mon point de vue que j'avais déjà avant de jouer. Hein, j'ai pas attendu de jouer à Dog Eat Dog pour être anticolonialiste, hein, heureusement. Mais oui, effectivement, il y a de ça. C'est indéniable, quoi. Faut être. Ouais. Moi, j'ai le même point de vue que toi, c'est-à-dire que dans Symbaroum et Spire, j'arrive facilement à mettre ça à distance, en fait. Comme c'est de la fantasy, t'as cette mise à distance qui peut être critiquée d'ailleurs, hein, en point de vue d'efficacité du message. Mais voilà. Et oui, dans Dog Eat Dog, j'étais plus machin et tout. Et je pense que un des trucs qui fait que j'étais ok avec ça, c'est le fait que l'auteur soit une personne concernée. Et ça, il faut le dire aussi, Spire et Symbaroum, ça a été écrit par des gens qui sont pas concernés, hein, quoi. Pour Spire, il y a un anglais, enfin britannique, je sais pas si l'anglais, britannique, blanc, c'est un mec, les autres, c'est deux Suédois, enfin bon, voilà, quoi. Symbaroum, c'est deux Suédois, voilà, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas des gens qui sont concernés par le sujet, On est davantage sur des descendants de colons que, que sur des colonisés, voilà. quand même. Et je pense si ça avait été pareil pour Dog Eat Dog, tu vois, je sais pas ce que j'en aurais pensé, quoi. De me dire, ok, je m'embarque dans le délire d'un gars qui essaie de resimuler la colonisation, mais qui l'a pas lui-même subi, et tout, c'est pas pareil. Je pense que le fait que l'auteur soit concerné, c'est bizarre de dire ça, mais te donne comme une sorte d'autorisation Ouais. de faire l'expérience, tu vois. Oui, parce que je pense que c'est une des questions que j'avais posées en sortie de partie. Enfin, que j'avais posées sans attendre forcément de réponse. C'est il veut faire jouer qui, en fait à la fin, ce jeu, il s'adresse à qui? Dog Eat Dog. Est-ce que c'est pour que
Alors tu vas me dire, ça s'adresse à tout le monde, à qui veut bien le lire et à qui veut bien le jouer. Mais est-ce qu'il voulait faire jouer des blancs pour leur montrer, tu vois, la violence et la violence du truc? Est-ce qu'il voulait faire jouer des... les colonisants n'ont pas besoin d'y jouer, tu vois. Les non-blancs, les descendants de peuples colonisants n'ont pas besoin d'y jouer. Donc ouais, à mon avis, il s'adresse... Encore une fois, il faudrait lui poser la question à lui, mais est-ce qu'il s'adresse à nous, quoi? S'il s'adresse à nous, du coup, ça légitime encore plus son point de vue. Et donc le mien, parce qu'on est d'accord. Je comprends. Je sais pas, honnêtement, je vais pas dire de bêtises. Voilà, c'est pour ça. Il a peut-être dit ou écrit, hein, faudrait chercher. Ouais. Faudrait chercher, c'est une bonne question. J'ai pas forcément... alors que on l'avait déjà soulevé, c'est vrai, j'ai pas forcément anticipé cette question, fait des recherches là-dessus, ce serait intéressant, quoi. Ce serait intéressant à voir ce qu'il cherche. Moi, j'aurais tendance à dire que... Comme toi, que ouais, c'est un truc qu'il a publié, donc a priori c'est pour tout le monde, mais bon, on sait que ça peut être plus compliqué que ça, quoi. Donc, ouais, si tu veux faire naître l'espoir, tu fais davantage jouer à Spire qu'à... Même si l'espoir reste maigre, hein. Tu fais davantage jouer à Spire qu'à Dog Eat Dog. Ouais, mais tu vois, ça pourrait aussi... Chez les opprimés, hein, j'entends quand je dis l'espoir, c'est chez les opprimés, évidemment. Ouais, mais il pourrait se dire... tu vois, ça pourrait... C'est complètement hypothétique, mais tu pourrais avoir une démarche, en tant que personne concernée, de te dire je vais aussi rappeler aux autres personnes concernées de quoi il s'agit et qu'on soit tous alignés sur comment ça s'est passé pour nous, tu vois. Ouais. C'est pas aligné, ça fait un peu comment dire, paternaliste de dire ça comme ça, mais plus oui, finalement de l'information, mais sur des choses qui te concernent et dont t'avais, tu vois, pas forcément conscience, ou que peut-être les gens ont oublié. Il y a un truc de mémoire aussi là-dedans, tu vois. Oui. Donc c'est pas évident, tu vois, que ça s'adresse à des gens, à des blancs ou quoi, comme tu dis, quoi. C'est pas sûr, en fait. On sait pas quelle est sa démarche. Peut-être ça s'adresse aux deux, et peut-être qu'il a pas pensé son truc comme ça, et peut-être c'est pour tout le monde, mais en fait, on sait pas, quoi. Enfin, on sait pas parce qu'on n'a pas vérifié, surtout peut-être il l'a dit. voilà, donc... Mais ouais, c'est une question intéressante, quoi. C'est vrai que ça me donne envie de chercher. On cherchera. On enverra un mail. Il y a une interview récente de lui, hein, sur YouTube, faudrait que je la retrouve. Je la mettrai dans les sources. Ouais. C'est justement une interview qu'il a fait à l'occasion de la ressortie du jeu, là. Ok. Est-ce que du coup, ça signe la fin de notre cycle de 2 épisodes? Est-ce que du coup on dit un bicycle? Je sais pas. Sur la colonisation, est-ce que... Un diptyque. Diptyque, ouais. Ouais, bicycle, c'était bien aussi. Ok. Bon, oui, je sais pas, moi j'ai pas grand-chose à rajouter sur mon expérience, comment j'ai vécu ça. Je pense que ça a été assez clair, surtout sur nos interrogations. On a plus parlé de nos interrogations, là, mais c'est bien aussi d'avoir des interrogations. Tout à fait. Non, j'ai pas de... non, je pense qu'on a fait le tour. Ah bah super. Jusqu'à la prochaine fois. Jusqu'à la prochaine fois. On revient une fois par mois. Quand tout va bien. Quand tout va bien. Ouais, d'ailleurs, la prochaine fois, c'est le dernier épisode de la saison. Ça fera 12 épisodes. Ah oui. Oui, c'est l'épisode 11, donc le 12e. Non, c'est l'épisode 10, là. Oui, qu'on enregistre maintenant. Ah oui. Non, est-ce qu'il y a 12... Donc la prochaine fois, c'est le 11, donc le 12e. Je ne sais plus calculer, Locus. Ah oui, parce qu'il y a le 0. 0, 1, 2. Parce qu'on a numéroté comme des informaticiens, en fait. Oui. Et puis j'avais oublié que j'étais informaticien entre-temps, et puis... Donc oui, ça sera effectivement le 2e épisode. Pardon, j'étais parti dans la numérotation directe. Ok. Bah oui, donc fin de saison. Même si ça n'a pas du tout duré 1 an, puisqu'on s'est arrêté 4 mois, mais... c'est vrai, parce que la vie... 4 mois, j'exagère, c'était peut-être... Non, c'était 3, ouais, je pense. Fin de saison, et puis saison 2. Peut-être on sera pas seul, on verra qui a l'immense privilège de clôturer la saison. Immense privilège. Aïe, aïe, aïe. Non, mais j'ai hâte pour la saison 2, parce que je sais qu'on va faire un épisode sur la police, et un autre sur l'amour, et bon... Saison 2, épisode 1 à Cab. J'espère qu'on va pas les faire à la suite, parce que ça va être brutal. Ah oui, non, on peut pas. Voir en même temps l'épisode cœur sur les FDO. Oh, jamais. Brûler ce podcast si ça arrive. Brûler ce podcast. Voilà. Bon. Des bisous. Oui. À bientôt. Salut. Quando l'anarchia verrà, tutto il mondo sarà trasformato.
e nei governi sarà il ricordo d'infame passato, l'aborrito confine